Et si la femme qu'on a rejetée devenait celle que tout un pays applaudit? Voici l'histoire vraie et puissante d'Aminata, jetée à la rue par sa propre belle-mère. Mais quelques mois plus tard, elle fait la une de la télévision nationale et transforme sa douleur en refuge pour des centaines de femmes. Un récit de pardon, de force, de révolution silencieuse. Abonne-toi, partage, et entrons dans l'histoire. Dans un petit village du nord de la Côte d'Ivoire, où les maisons en banco se teintent de rouge au coucher du soleil, vivait une jeune femme nommée Aminata. Elle avait la beauté des reines mandingues, une peau ébène sans défaut, des yeux d'un brun profond et un sourire timide mais sincère. Aminata était orpheline depuis ses 15 ans. Recueillie par une tante lointaine, elle avait grandi dans les sacrifices, les travaux de champ et les prières nocturnes. À 19 ans, elle rencontra Moussa, un jeune instituteur revenu du Sud. Charmé par sa modestie et son courage, il demanda sa main sans tarder. Le mariage eut lieu un dimanche sec, au milieu des chants et des tambours. Mais une femme restait en retrait, silencieuse, son regard froid posé sur la mariée. C'était Madame Diabaté, la mère de Moussa. Une veuve dure et fière, respectée par tout le village, mais au cœur miné par la jalousie. Une fille sans lignage ni dot ne mérite pas mon fils, murmura-t-elle à la vieille Sita, sa voisine. Malgré tout, Aminata entra dans la maison familiale, balayant le sol au lever du jour, cuisinant des sauces sans se plaindre, pliant les habits du vieil oncle infirme. Mais rien de cela ne semblait suffire. Un soir, alors que Moussa était encore en mission à Bouaké, Madame Diabaté s'approcha d'Aminata pendant qu'elle pilait le mil. « Prépare tes affaires. Ici, ce n'est pas un refuge pour filles perdues. » Aminata, confuse, regarda autour d'elle. La nuit tombait. Les coqs dormaient. Son monde basculait. La nuit était tombée sur le village comme un rideau épais. Les lucioles dansaient au-dessus des rizières, et les chiens aboyaient au loin. Aminata tenait dans ses mains une petite natte roulée, un seau en plastique, et un sac de jute contenant 2 boubous, son Coran et une vieille photo de ses parents. « Tu veux que je te dise merci pour les travaux? Une épouse, c'est pas une domestique. C'est une fille qu'on choisit avec honneur. Toi, t'es tombé du ciel sans racines. » Les paroles de Madame Diabaté résonnaient encore dans sa tête pendant qu'elle descendait le sentier de latérite, pieds nus. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Il y avait cette fierté digne qu'on ne pouvait pas lui enlever. Elle passa la nuit sous un grand karité, non loin du marché. Un vieux vendeur de charbon, d'Abala, qui dormait dans une charrette, la reconnut. « Aminata? Woyo. Qu'est-ce que tu fais dehors, petite? » « Je n'ai plus de maison. Ma belle-mère m'a chassé. » Le vieil homme grimaça. Il connaissait Madame Diabaté. Beaucoup la respectaient, mais dans l'ombre, tous redoutaient sa cruauté masquée. Il lui donna une calebasse d'eau et partagea son attiéké froid. « Tu es jeune, mais tu es solide. Dieu ne dort pas. » Cette nuit-là, Aminata ne dormit pas. Son regard fixé sur les étoiles, elle se répéta ces mots comme une incantation. Dieu ne dort pas. Le matin, elle se leva avec le visage gonflé de fatigue mais le cœur résolu. Elle marcha vers la ville voisine, Korogo, à 10 kilomètres. Là-bas, elle chercherait du travail. N'importe quoi. Juste de quoi manger. Survivre, peut-être, renaître. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à peine arrivée, elle allait croiser une équipe de tournage télévisé, en quête d'histoires vraies. Korogo. Ville des tisserands, des griots, des traditions enchevêtrées dans la modernité. Aminata arrivait à pied, les sandales poussiéreuses, le dos douloureux, mais les yeux allumés d'un feu nouveau, la rage de survivre. Au marché central, elle chercha du travail. Marchande de gombo, vendeuse d'oignons, restauratrice de garba. Toutes avaient déjà leurs apprentis. Elle s'assit sur une pierre, l'estomac vide. Soudain, une voix masculine résonna non loin. « Stop caméra. Elle, là. Elle est parfaite. » 3 personnes l'observaient. Un jeune homme à dreadlock, une fille avec des écouteurs autour du cou, et un caméraman suant sous le soleil. « Mademoiselle. Excusez-nous. On est l'équipe de l'émission Les Voix Invisibles, sur RTI. On cherche de vraies histoires de femmes fortes, en milieu rural. On peut vous poser quelques questions? » Aminata, confuse, se redressa. C'était une caméra. Une vraie. Pas un piège. Moi? Pourquoi? Vous avez un regard. Un silence qui crie. On veut juste écouter. Si vous acceptez, on vous offre à manger. Elle accepta. D'abord pour le plat de riz sauce graine qu'on lui tendit. Puis, quand elle raconta son histoire devant la caméra, sous un arbre, avec la voix tremblante mais droite, quelque chose changea. Je ne suis pas une mendiante. J'ai été aimée. Mariée.
puis rejeté sans raison. Mais je suis encore debout. À la fin de l'interview, la réalisatrice, Fatouka, fut silencieuse. Puis elle déclara: « Aminata, ton histoire mérite d'être entendue. Elle passera à la télé dans une semaine. En prime time. » Aminata ne comprenait pas tout. Mais elle vit l'honnêteté dans leurs yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa belle-mère, Madame Diabaté, serait devant sa télévision, ce jour-là. Le jour s'était levé paisiblement sur le village, mais la paix ne dura pas. Ce matin-là, au maquis de Tontombay, on ne parlait que d'une chose. Un habitué, radio en main, commentait avec ferveur. « Et vous avez entendu ça hier soir à la télé ? Il y avait une fille du village dans l'émission Les Voix Invisibles. Une histoire de mariage, de rejet. Elle disait qu'une certaine belle-mère l'avait jetée dehors. » Un autre ajouta: « Elle s'appelle Aminata, non ? L'ex-femme du petit instituteur Moussa. » Le nom s'envola comme du piment dans le vent. Il piqua les oreilles de tous. Les enfants, en rentrant de l'école, chantaient dans les ruelles. « Belle maman cruelle, tu passes à la télé. » Madame Diabaté, qui revenait du puits, s'arrêta net. Un groupe de femmes bavardait devant sa maison, jetant des regards furtifs vers elle. Elle entra en furie et claqua la porte. Qu'est-ce que cette fille a osé faire? Me salir publiquement? Quelle honte! Dans la salle commune, la télé trônait encore sur la table. Son fils Moussa n'était pas encore revenu. Elle était seule. Seule avec sa colère et un sentiment qu'elle n'avait jamais connu, la peur du jugement du village. Elle pensa à cette caméra, à cette Aminata qu'elle avait chassée comme un chien. Elle se mit à tourner en rond, les mains tremblantes. Cette histoire va s'arrêter tout de suite. Je vais aller à Korogo moi-même. Je vais retrouver cette fille. Elle n'a pas fini de payer son insolence. Mais ce que Madame Diabaté ne savait pas, c'est qu'au même moment, à Abidjan, une productrice appelait Aminata pour une offre qui allait tout changer. À Korogo, Aminata s'était réfugiée chez Fatouka, la réalisatrice. La journaliste l'avait hébergée dans une petite chambre annexe, derrière son studio de montage. Le sol était en carrelage, le ventilateur grésillait, et la lumière ne s'éteignait jamais tout à fait. Mais pour Aminata, c'était un palais comparé à l'arbre sous lequel elle avait dormi. Elle venait de finir de laver les habits qu'elle avait reçus quand le téléphone de Fatou sonna. « Allô ? Oui, c'est elle. Oui, Aminata est là. » Fatou s'approcha, le téléphone en main, excité. « Aminata, c'est la RTI. Ils veulent te voir. Ton passage a bouleversé le public. Apparemment, une ONG veut financer ton histoire pour une mini-série éducative. Tu pourrais même être rémunéré pour rejouer ton propre rôle. » Aminata ouvrit grand les yeux. Rejouer son rôle. Devant une caméra? Être payée? Elle hésita. Elle avait toujours été humble, discrète. Elle ne rêvait pas de projecteur. Mais, si son histoire pouvait aider d'autres femmes rejetées comme elle, cela en vaudrait peut-être la peine. D'accord. J'irai. Sa voix était douce, mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, Madame Diabaté préparait un sac. Elle ne supportait plus les regards du village. Elle ne pouvait plus acheter du piment sans qu'on murmure derrière elle. « Je vais à Korogo. Je vais retrouver cette fille. Elle va me payer cette humiliation. » Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle ne trouverait pas une jeune fille faible, mais une femme debout, soutenue par tout un pays. Le lendemain matin, le soleil tapait fort sur Korogo. Le centre culturel, qui servait de studio temporaire pour l'équipe de Les Voix Invisibles, grouillait d'activité. Aminata, habillée d'un joli pagne baoulé et d'un haut simple prêté par Fatou, attendait son rendez-vous avec les producteurs de la RTI. Elle n'avait jamais vu autant de monde important en une seule pièce. Des caméramens, des réalisateurs, des responsables d'ONG, et même un directeur de casting d'Abidjan. « Aminata, tu ne joueras pas seulement ton rôle. Tu vas représenter des milliers de femmes oubliées. » lui dit Fatou avec un sourire plein de fierté. Mais au même moment, dans les rues poussiéreuses de Korogo, Madame Diabaté avançait, le regard furieux, son sac serré contre sa hanche. Elle s'était fait indiquer l'adresse du studio par un jeune garçon du marché. Elle est là-bas, là où il y a les gens avec caméra. Elle entra sans frapper, bousculant un assistant. Où est cette menteuse? Où est Aminata? Tout s'arrêta. Les discussions. Les rires. Même les ventilateurs semblaient retenir leur souffle. Aminata, debout à quelques mètres, se retourna lentement. Belle maman. Le silence était lourd. Tous les regards passèrent de l'une à l'autre. Deux femmes. Deux mondes. L'une humiliée, l'autre sur le point d'être élevée.
Mais Madame Diabaté, au lieu de crier, resta figée. Elle voyait sa bru, debout, regard droit, respecté, admiré. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu cherches à me détruire en public? » « Non, belle maman. Je raconte ce que vous m'avez fait, ce que vous m'avez dit, et ce que j'ai surmonté. » Fatou s'interposa calmement. « Madame, ici, on ne détruit personne. On révèle la vérité. » Madame Diabaté sentit pour la première fois que sa parole ne valait plus que celle d'Aminata. Elle recula, désemparée. Mais une caméra était déjà allumée. Et le monde entier allait bientôt voir ce moment. Le silence dans la salle était glacial. Même les insectes derrière les rideaux semblaient s'être tus. Face à face. Madame Diabaté, crispée, blessée dans son orgueil. Aminata, droite, humble, mais indestructible. La caméra filmait encore, le voyant rouge clignotant. Mais cette fois, ce n'était plus un reportage. C'était une leçon de vie. Un producteur s'approcha doucement d'Aminata, en chuchotant. « C'est le moment idéal. Le public aime les confrontations vraies. Si tu veux, on diffuse cet échange. » Fatou fronça les sourcils. Elle voyait l'opportunité médiatique, mais aussi le piège émotionnel. Aminata inspira longuement. Elle fixa Madame Diabaté. Puis, d'une voix claire, elle dit « Non, je ne veux pas qu'on humilie ma belle-mère à la télévision. Je suis venue ici pour témoigner, pas pour me venger. » Toute la pièce fut saisie. Même Madame Diabaté ouvrit la bouche, sans un mot. Elle m'a rejeté, oui. Elle m'a blessé. Mais je ne suis pas comme elle. Moi, je tends la main à ceux qui m'ont brisé. L'équipe de tournage baissa les caméras. Fatou eut les larmes aux yeux. Et un frisson traversa toute l'assemblée. C'est dans ce silence digne qu'Aminata s'avança et dit doucement à sa belle-mère. « Vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Mais aujourd'hui, je me pardonne. Et je vous pardonne. » Pour la première fois, Madame Diabaté baissa les yeux. Son orgueil venait de recevoir la plus grande gifle, celle du pardon. 3 jours plus tard, la séquence, celle où Aminata choisit de pardonner en direct, fut diffusée par surprise dans une émission spéciale de RTI 1, intitulée « Le courage d'Aminata ». Le téléphone de Fatouka explosa. Les messages affluaient, journalistes, militantes, pasteurs, imams, étudiants, artistes. Tous partageaient la vidéo. Le visage calme d'Aminata, ses mots puissants et simples. « Je ne veux pas humilier ma belle-mère. Je me pardonne. Et je la pardonne. » Firent le tour des réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Sur Twitter, le hashtag « Je suis Aminata » devint viral. Les radios en parlaient. Les écoles en débattaient. Même dans les marchés d'Abobo et de Yopougon, les vendeuses la citaient en exemple. Et ce qui devait être une simple intervention dans une émission devint une campagne nationale. Télévision, la RTI lança un appel. Racontez-nous vos Aminata, vos sœurs, vos cousines, vos mères silencieuses. Des ONG appelèrent Fatou pour proposer à Aminata un poste d'ambassadrice contre les violences familiales, un contrat pour écrire un livre, et même une bourse d'études à Abidjan pour apprendre la communication sociale. Mais Aminata, elle, était restée simple. « Je veux d'abord envoyer de l'argent à Dabala, le vieux vendeur de charbon qui m'a donné de l'attiéké la nuit où j'ai été jeté dehors. » Elle n'avait pas changé. C'est le monde autour d'elle qui était en train de changer. Pendant ce temps, dans son village, Madame Diabaté regardait la télévision seule, sans oser sortir de chez elle. Les gens ne la saluaient plus. Certains changeaient de trottoir. D'autres, simplement, la regardaient comme un fantôme. Le téléphone sonna alors qu'Aminata rangeait le linge qu'elle venait de laver sur le fil tendu entre 2 goyaviers. « Aminata, il y a quelqu'un pour toi », dit Fatou, tendant le téléphone portable. La voix de l'autre côté était tremblante, grave, hésitante. C'était une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des semaines. Depuis le jour où elle avait été mise dehors. « Aminata, c'est moi, Moussa. » Un silence. Puis Aminata répondit, posément. « Je t'écoute. » Il inspira longuement. « J'ai vu la vidéo. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que ma mère t'avait fait. Je suis rentré et je t'ai cherché partout. Tu ne m'as jamais appelé, ni même demandé ce qui s'était passé. Je le sais, et je le regrette. Mais aujourd'hui, je suis prêt à tout réparer. » Aminata ferma les yeux. Ses doigts tremblaient légèrement. « Tu ne peux pas réparer ce qui a été brisé par ton silence, Moussa. Mais tu peux apprendre. » Il y eut un long silence. « Je ne te demande pas de revenir. Juste de me laisser te voir. Te parler,
Face à face. Pas devant les caméras. Juste toi et moi. Aminata hésita. Le cœur serré. Les souvenirs remontaient comme une marée lente. Fatou entra dans la pièce avec un regard interrogatif. Aminata lui fit signe d'attendre. D'accord. Une seule fois. Mais ce sera moi qui choisirai l'endroit. Merci, Aminata. Merci. Elle raccrocha doucement, posant le téléphone comme si c'était une pierre chaude. Fatou s'approcha. C'était lui. Aminata hocha la tête, sans sourire. Oui. Et maintenant, le passé revient à ma porte. 3 jours plus tard, Aminata se tenait dans un petit jardin communautaire aux abords de Korogo. L'endroit était calme, fleuri et entouré de manguiers en fleurs. C'est là qu'elle avait choisi de rencontrer Moussa, son ancien mari. Il arriva en chemise simple, le regard baissé, les mains jointes comme un élève fautif. Elle l'observa. Il n'avait pas changé. Mais il ne semblait plus aussi sûr de lui. Il semblait vide. Aminata, tu es encore plus forte que je ne me souvenais. Elle répondit sans détour. La douleur forge. Quand tu ne viens pas au secours de celle que tu as juré de protéger, elle devient soit pierre, soit feu. Moussa s'assit en face d'elle, l'air coupable. Je croyais que tu étais parti de ton plein gré. Ma mère m'a dit que tu avais quitté la maison, sans explication. Aminata serra les dents. Tu ne m'as même pas appelé pour savoir la vérité. Moussa hocha la tête. Tu as raison. J'étais lâche. Mais je suis revenu, et j'ai vu. J'ai vu comment ma mère parlait de toi. J'ai vu ton interview. Tu as dit la vérité sans jamais me salir. C'est moi qui me suis senti humilié. Il marqua une pause. Aminata, je ne te demande pas de revenir. Je ne mérite même pas ton pardon. Mais je veux te dire ceci, je suis fier de toi. Et je te soutiendrai dans tout ce que tu feras. Je veux réparer, même à distance. Aminata le regarda longuement. Il était sincère. Brisé, mais sincère. Alors commence par réparer en toi. Apprends à ne plus laisser le silence détruire ce qui est précieux. Je ne t'ai pas, Moussa. Mais je ne suis plus la fille docile que tu as connue. Moussa baissa les yeux. Il comprenait. Ils restèrent là, quelques minutes, en silence, 2 âmes séparées par les choix passés. Puis Aminata se leva. Le passé m'a blessé. Mais il ne m'enchaînera plus. Je trace mon chemin. Elle s'éloigna, droite, lumineuse, pendant que Moussa, seul sur le banc, regardait la femme qu'il avait perdue devenir une légende vivante. Fatou entra dans la chambre d'Aminata, le regard débordant d'émotion et les mains tremblantes d'excitation. Aminata, ils t'ont vu. L'équipe de TV5 Monde. Une productrice française qui réalise une série documentaire sur les femmes africaines résilientes veut que tu participes. Aminata s'arrêta net. Elle venait à peine de terminer une vidéo de sensibilisation pour une école de jeunes filles. Elle leva les yeux, surprise. TV5 Monde? C'est à l'étranger, non? Oui. Le projet commence à Dakar, puis se poursuit à Paris. Ce serait un témoignage filmé. Un documentaire. Ton histoire, traduite en plusieurs langues. C'est une opportunité mondiale. Aminata s'assit doucement sur le matelas. Le vent traversait les rideaux en coton, et le parfum des mangues mûres s'infiltrait dans la pièce. Je n'ai jamais quitté le pays, Fatou. Et ici, j'ai encore des choses à faire. Des jeunes filles m'écrivent chaque jour. On m'invite dans les écoles. Je suis utile ici. Fatou la fixa avec douceur. Et tu pourrais être utile là-bas aussi. Tu ne trahis pas ton peuple en partant. Tu portes sa voix. Tu montres au monde entier que la dignité ne s'achète pas, qu'elle se cultive, même après la honte. Aminata resta silencieuse. Le soir, seule, elle ouvrit le sac de jute qu'elle avait emporté en quittant le village. Elle en sortit la vieille photo de ses parents. Puis, lentement, elle prononça. « Papa, maman, est-ce que vous m'auriez laissé partir ?» Comme une réponse, une petite brise se leva, et une des bougies posées sur la table vacilla. Elle sourit faiblement. Elle avait déjà affronté la rue. La honte. La solitude. Ce qui l'attendait désormais n'était plus un piège, mais un envol. Le lendemain, Aminata et Fatou s'assirent côte à côte sous la véranda. Un jeune messager venait de déposer une enveloppe officielle. Le billet d'avion pour Dakar, avec les documents pour le visa, le contrat et le programme des interventions médiatiques. Mais Aminata, calme, tournait lentement la page d'un carnet usé. Elle écrivait dedans depuis quelques semaines. Chaque page contenait un témoignage, un mot d'encouragement, ou un rêve griffonné dans l'encre bleue. « Tu vas accepter ?» demanda Fatou, un peu nerveuse. « Je vais accepter, mais à ma manière. »
Fatou cligna des yeux. Comment ça? Aminata se leva, s'approcha du petit tableau accroché au mur. Une carte du pays avec des cercles autour de Korogo, Bouaké, Ferkessédougou. Je vais d'abord retourner dans mon village. Là où tout a commencé. Pas pour m'excuser, mais pour semer. Je veux fonder un centre d'écoute et d'autonomie pour les femmes rejetées. Ce sera là, sur la terre rouge où on m'a humilié, que je bâtirai pour celles qu'on a écrasées. Fatou resta bouche bée. Aminata poursuivit. Je partirai ensuite à Dakar. Oui, je porterai notre histoire. Mais si je m'envole, c'est pour revenir avec plus de lumière. Ce jour-là, elle appela l'équipe de TV5 Monde. Elle accepta à une condition, que leur équipe vienne filmer aussi son village, ses racines, les femmes invisibles et les douleurs silencieuses qu'on enterre dans les ruelles. La productrice accepta, avec admiration. Et 3 jours plus tard, Aminata mit pour la première fois de sa vie les pieds dans un avion. Mais avant cela, elle retourna une dernière fois au village, debout, filmée, acclamée. Et attendue. Le bus de Korogo arriva au village à midi, dans un nuage de poussière ocre. Des enfants coururent vers le véhicule, comme à chaque arrivée, espérant bonbons ou passagers célèbres. Mais ce jour-là, ce ne fut pas une commerçante ou un fonctionnaire qui descendit. C'était Aminata. Elle portait un boubou tissé à la main, des sandales simples et une écharpe nouée sur les épaules. Mais ce n'étaient pas ses vêtements qui impressionnaient. C'était sa prestance. Derrière elle, 2 caméramens la suivaient, capturant chaque pas. Une journaliste notait dans un carnet. Une autre femme, micro à la main, murmurait. Voici Aminata. Rejetée ici. Acclamée ailleurs. Revenue sans rancune. Les villageois s'étaient rassemblés. Certains applaudirent timidement. D'autres, gênés, restaient à l'écart. Les plus jeunes, curieux, la pointaient du doigt. Une vieille femme s'avança. Mon enfant, pardon pour ce que le village t'a fait. Nous avons été aveugles. Aminata lui prit les mains, les serra doucement, et répondit. Le pardon est la racine du changement. Mais dans une maison en banco, non loin, une silhouette observait la scène derrière un rideau. Madame Diabaté. Son visage était fermé. Elle voyait les caméras, les sourires, et cette ancienne bru. Devenue leader, voix, image de force. Son fils Moussa, lui aussi présent, tenta de sortir pour saluer Aminata. Mais sa mère posa une main lourde sur son bras. Laisse-la. Elle n'a plus besoin de nous. Elle nous dépasse. Mais Aminata, comme si elle l'avait senti, tourna les yeux vers la maison de Madame Diabaté. Un regard paisible. Ni défi, ni vengeance. Juste la paix. Elle dit au journaliste. Voici là où tout a commencé. C'est ici que je vais bâtir mon centre. Pas ailleurs. Ce sol m'a vu pleurer. Il me verra bâtir. Et à cet instant, le village entier comprit. Ce n'était pas la télévision qui avait rendu Aminata forte. C'était la douleur, la dignité, et le choix de ne pas se laisser définir par l'injustice. Le projet du centre Aminata pour femmes debout avançait vite. La RTI avait fait un reportage spécial. Des ONG locales avaient offert des matériaux, des tôles, des briques, des sacs de ciment. Des jeunes du village, même ceux qui l'avaient ignoré autrefois, étaient venus prêter main forte. Les fondations furent posées à l'ombre d'un grand fromager. L'énergie était palpable. Mais dans l'ombre, une autre force se mouvait. Des murmures avaient commencé à circuler au marché. Ce centre, c'est juste pour qu'elle continue à se faire voir à la télé. Elle veut faire honte au village devant les Blancs. Certains anciens du conseil local s'étaient réunis discrètement. Le doyen, vieux Fofana, avait déclaré. Une femme seule, qui construit. Et en plus, filmer, c'est contre nos habitudes. Ce projet va apporter des idées nouvelles à nos filles. Ça va les faire se rebeller. Un matin, Aminata reçut une lettre officielle. Le terrain du centre est contesté. Une plainte a été déposée pour occupation illégale. Elle resta figée. Ce terrain, c'était celui de son défunt père. Mais comme il n'avait jamais enregistré ses papiers formellement, les autorités locales pouvaient bloquer le projet. Fatou, resté à Abidjan, l'appela immédiatement. Aminata, tu veux que j'intervienne? Que j'appelle la télé? Que je publie ça? Mais Aminata répondit calmement. Non, pas encore. Je veux d'abord parler aux anciens. Les affronter non pas avec la presse, mais avec le respect. Ce soir-là, elle alla seule chez le doyen Fofana. Elle s'agenouilla, leva les mains comme le veut la tradition, et dit « Je suis venu parler. Pas me défendre. » Et dans le silence de cette case poussiéreuse, une bataille plus dure que la rue se préparait.
celle contre l'héritage du patriarcat. La salle des sages était une petite case circulaire, faite d'argile séchée et de raffia tressé. À l'intérieur, cet ancien était assis sur des bancs courts. Le doyen Fofana trônait au centre, son chapeau incliné, ses yeux sévères sous des sourcils épais comme des broussailles. Aminata entra pieds nus, selon la coutume, et s'agenouilla. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis le doyen rompit le silence. « Pourquoi viens-tu troubler l'ordre du village avec tes idées étrangères? Des femmes qui construisent? Des caméras ?» Aminata respira profondément. Elle ne tremblait pas. Elle leva les yeux et parla d'une voix calme mais puissante. « Je ne suis pas venu troubler l'ordre, chef. Je suis venu réparer ce que le silence a brisé chez nous. » Un murmure passa parmi les anciens. Elle continua. « Quand une femme est battue, elle se tait. Quand elle est rejetée, elle se cache. Moi, j'ai parlé. Et aujourd'hui, je suis debout non pas parce que j'ai été plus forte, mais parce qu'on m'a tendu une main. Ce centre, ce n'est pas une révolte. C'est un refuge. » Fofana fit claquer sa canne au sol. « Et pourquoi ici? Pourquoi sur cette terre? Parce que c'est ici que j'ai été jeté. Et je crois qu'un lieu de honte peut devenir un lieu de lumière. Ce terrain appartenait à mon père. Il est mort sans papier. Mais je suis sa mémoire. » Un autre ancien demanda. « Tu veux nous dire que nos traditions doivent changer? » Aminata sourit légèrement. « Non. Je dis qu'une tradition vivante s'est écoutée. Elle ne se fiche pas. Elle grandit avec ses enfants. » Un long silence s'installa. Fofana, l'air dur, la regarda longtemps. Puis il se leva lentement, appuyé sur sa canne, et dit « Les autres femmes du village t'aideront-elles » Aminata répondit « Elles m'attendent déjà. Elles ont juste besoin de permission pour se lever. » Le doyen soupira. « Va. Nous allons réfléchir. Mais sache ceci, ce que tu fais est nouveau, mais ton respect est ancien. Et cela, nous l'honorons. » Aminata s'inclina. Elle avait semé une graine. La nuit était tombée sur le village. Les grillons chantaient, les femmes finissaient de rincer les marmites au puits, et dans la cour où dormait Aminata, la bougie vacillait doucement sur la natte. Soudain, des coups précipités à la porte. « Aminata! Aminata !» Elle ouvrit. Devant elle, haletante, une jeune fille de 15 ou 16 ans, les cheveux défaits, les bras égratignés, les yeux rouges de larmes. « On m'a dit de venir chez toi. Je ne veux pas rentrer chez moi. » Aminata l'aida à entrer. « Comment tu t'appelles? » Aïssata. « Qui t'a fait ça? » Aïssata baissa la tête. « Mon oncle. Il m'a battu parce que j'ai refusé de me marier à un vieil homme. J'ai fugué. Les gens disent que chez toi, les femmes ne sont pas traitées comme des sacs. » Aminata sentit son cœur se serrer. Elle reconnaissait cette peur. Cette fuite. Cette solitude. C'était elle, quelques mois plus tôt. Elle prit la main de la jeune fille. « Ici, tu n'es pas un fardeau. Tu es une graine. Et moi, je vais t'aider à pousser. » Elle installa Aïssata près d'elle. Lui donna un pagne, de l'eau, un peu de riz. Le lendemain, Aminata appela Fatou à Abidjan. Le centre n'est pas encore construit, mais il commence déjà à vivre. Et je ne peux plus attendre. Fatou répondit. Alors on lance l'appel. Qu'on vienne aider. Qu'on vienne bâtir. Ton village ne pourra plus faire semblant de ne pas voir. Aminata regarda Aïssata dormir paisiblement sur la natte. Et pour la première fois, elle comprit. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue une gardienne. Le matin se leva avec un vent doux sur le village. Mais rien n'était plus pareil. Aïssata, la jeune fille réfugiée chez Aminata, était devenue un symbole vivant. On la voyait balayer la cour, aider à cuisiner, et même lire à voix haute des extraits du carnet d'Aminata devant de petites filles assises en cercle. Les rumeurs se répandirent rapidement. La fille de l'oncle Yaya? Chez Aminata? Elle refuse le mariage arrangé? Et on la soutient? Depuis quand une fille peut dire non? Et qu'une autre femme l'encourage? Mais à côté de la critique, un autre murmure naissait. Un groupe de femmes âgées, en cachette, vint voir Aminata une nuit. Elles s'assirent dans sa cour, à la lumière de la lampe tempête. « Ma fille, ce que tu fais est dangereux, mais nécessaire. Nous, nos souffrances ont été avalées par la terre. Mais toi, tu les fais pousser en arbre. » Aminata les écouta, silencieuse. Puis une femme murmura. « Moi aussi, j'ai été forcée à 14 ans. Je n'ai jamais oublié. Si ce centre se construit, je veux aider. Même si je ne sais ni lire ni écrire. Je peux être là. » Le lendemain,
5 femmes du village vinrent poser la première pierre symbolique du centre avec Aminata. La RTI envoya une équipe spéciale pour couvrir l'événement. Des photos circulèrent. Des femmes brandissant des briques. Aïssata en train de rire, un seau de sable sur la tête. Aminata guidant les premières fondations comme une chef de chantier. Mais tout le monde n'était pas content. Un groupe d'hommes, conduit par un cousin influent de Madame Diabaté, tint une réunion secrète. Si on laisse faire, demain nos filles vont dire non, nos femmes vont contester, et ce village ne sera plus le nôtre. Le conflit couvait. Mais Aminata, elle, ne se battait plus pour elle seule. Elle portait la voix de toutes celles qui avaient été réduites au silence. Le soleil était haut, le ciment encore frais autour des fondations du centre. Aïssata, rayonnante, aidait Aminata à peindre à la craie le mot « dignité » sur un mur encore brut. Mais pendant ce moment d'espoir, une rumeur s'étendait comme un feu dans les herbes sèches. Le terrain allait être officiellement confisqué par une décision des autorités coutumières locales. Le cousin de Madame Diabaté, membre influent du conseil, avait obtenu l'appui de 3 notables. L'argument ? Ce projet détruit la structure traditionnelle de la famille. Une femme seule ne peut bâtir sans le soutien des hommes de son lignage. Fatou appela depuis Abidjan. Aminata, il faut qu'on dénonce publiquement. Il faut faire appel à la presse internationale. Il faut riposter. Mais Aminata resta calme. Pas encore. Il y a une voix que je veux entendre d'abord. Ce soir-là, alors que la lune montait lentement au-dessus des manguiers, Madame Diabaté se présenta devant la porte d'Aminata. Aïssata ouvrit. C'est pour Aminata. La vieille femme entra. Elle n'était plus fière, ni dure. Elle semblait fatiguée. Ses cheveux grisonnants étaient attachés avec soin, mais ses yeux trahissaient l'insomnie. Aminata se leva, surprise. Elle n'avait jamais imaginé cette visite. Belle maman. Silence. Puis la vieille femme parla, lentement. Je suis venu te dire que j'ai parlé aux anciens. Et que demain, je vais te soutenir devant le conseil. Aminata resta figée. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu les jeunes filles rire. J'ai vu les femmes respirer. Et j'ai vu mon fils pleurer, de n'avoir rien protégé. Je ne veux pas que mon nom soit associé à la destruction d'un refuge. Je veux qu'il reste quelque chose de bien, malgré moi. Aminata, silencieuse, l'invita à s'asseoir. 2 femmes. 2 générations. 2 parcours. Ce soir-là, elles parlèrent jusqu'à minuit. Et lorsque Madame Diabaté repartit, Aïssata murmura à Aminata. C'est ça, changer les choses. Non, Aïssata. C'est ça, guérir les choses. Ce fut un jour comme le village n'en avait jamais connu. La place centrale, bordée de fromagers, avait été nettoyée dès l'aube. Des bancs de fortune avaient été installés. Les anciens étaient assis en cercle, vêtus de leurs boubous les plus respectés. Au centre, la canne du doyen Fofana était plantée dans le sol, symbole d'autorité. Et autour, la foule. Des femmes en pagne. Des enfants curieux. Des hommes sceptiques. Des regards partagés entre crainte, curiosité et admiration. Aminata avança lentement, tête haute, suivie d'Aïssata, et, à la stupéfaction générale, de Madame Diabaté. Un murmure parcourut la foule. Le doyen frappa le sol avec sa canne. Nous sommes réunis pour entendre les arguments concernant le terrain contesté par le projet de la dénommée Aminata. Le cousin de Madame Diabaté prit la parole en premier. Le projet n'a pas été validé par les hommes du lignage. Il est source de troubles. Il attire des étrangers, des caméras, et perturbe nos filles. Puis Aminata fut invitée à parler. Elle se leva, droite comme un baobab. Je n'ai pas d'homme pour me défendre, mais j'ai des faits. Ce terrain appartenait à mon père. Il me l'a laissé, même sans papier. Je l'utilise pour aider, pas pour nuire. Je n'ai rien volé. J'ai juste relevé la tête. Un silence. Puis, Madame Diabaté se leva. Tous retinrent leur souffle. Elle s'avança lentement. Sa voix, tremblante mais claire. Ce projet, j'y étais opposé. J'ai même été celle qui a chassé Aminata. Mais aujourd'hui, je témoigne. Cette fille est plus loyale que beaucoup d'hommes. Ce centre ne détruit pas notre culture. Il la sauve. Car il rend leur voix aux femmes. Un frisson traversa l'assemblée. Le doyen Fofana resta longuement silencieux. Puis il parla. Ce terrain restera Aminata. Le projet est maintenu. Et ce conseil soutiendra toute initiative qui sauve nos enfants de la honte et du silence. Des cris de joie éclatèrent. Aïssata éclata en sanglots. Aminata, debout au centre, ne bougea pas. Elle ferma juste les yeux,
laissant couler une larme de paix. Ce jour-là, un village entier assista non à une victoire, mais à la naissance d'une ère. Depuis la décision du Conseil, le chantier du centre avançait à une vitesse inattendue. Des dons arrivaient de partout, sacs de riz, matelas, livres, pagnes, et même des petits panneaux solaires. Fatou, revenu d'Abidjan, filmait tout. Les vidéos des femmes posant des briques, des filles apprenant à écrire leur prénom, ou de Madame Diabaté cousant une robe avec les jeunes, devenaient virales. Mais avec la lumière, vinrent les ombres. Chaque jour, plus de femmes arrivaient. Certaines à pied, d'autres cachées dans des charrettes. Il y avait une femme enceinte de 7 mois, fuyant un mari violent à Ferké. Une veuve que sa belle famille voulait dépouiller. Une jeune albinos rejetée pour mauvais sort. Aminata ouvrit les bras à toutes. Mais le centre n'était même pas fini. Il manquait des chambres, de la nourriture, des latrines, de l'eau potable. Fatou, inquiète, murmura. Ce centre est devenu plus qu'un abri. C'est un appel. Et maintenant, Aminata, tu es leur flamme. Mais Aminata se sentait épuisée. Le poids des attentes, des souffrances, des pleurs des enfants la tenaillaient. Une nuit, elle s'assit seule derrière le bâtiment en construction. Aïssata la rejoignit, portant 2 gobelets de thé chaud. Tu es triste. Je suis fatiguée, Aïssata. Ils pensent que je suis forte. Mais parfois, j'ai envie de poser la brique et pleurer. La jeune fille lui prit la main. Alors laisse-nous porter une partie du feu. Tu nous as montré le chemin. Laisse-nous marcher avec toi. Aminata la regarda. Puis rit doucement à travers ses larmes. Tu parles comme une vieille. C'est toi qui m'as appris à devenir femme. Ce soir-là, Aminata écrivit une phrase dans son carnet. On ne devient pas leader par envie. On le devient quand on est prêt à pleurer, sans jamais s'arrêter de tendre la main. L'inauguration officielle du centre Aminata, Femmes debout, était prévue pour le dimanche suivant. Des femmes avaient cousu des pagnes spéciaux avec le visage d'Aminata en médaillon. Les enfants avaient préparé des danses. Une chorale répétait un chant appelé « Noukafo », nous pardonnons. Fatou avait invité des journalistes de plusieurs pays. La RTI avait promis une diffusion en direct. Les autorités locales, y compris le préfet, avaient confirmé leur présence. Mais dans l'ombre, une colère dormait encore. Un homme, le neveu du cousin influ de Madame Diabaté, humilié par la décision du Conseil, ruminait. Il voyait en Aminata une menace. Elle parlait trop fort, elle brillait trop haut. Une femme ne peut pas effacer le nom des hommes du village, disait-il. La veille de l'inauguration, alors que la nuit était tombée, un incendie éclata dans l'arrière-cour du centre. Des femmes criaient. Les enfants fuyaient. Les flammes avaient pris dans l'abri de stockage contenant des nattes, des habits et du matériel de construction. Aminata se précipita, un seau en main, avec d'autres femmes. Les jeunes formèrent une chaîne humaine pour transporter l'eau. Les anciens vinrent aussi. Pendant 3 heures, ils luttèrent contre les flammes. Et quand enfin le feu fut éteint, la moitié du stock avait disparu. Le toit de l'arrière-salle s'était effondré. Aminata tomba à genoux. Les mains noircies. Les yeux rouges. Le souffle court. Mais Aïssata s'approcha d'elle, doucement, et lui dit « Regarde. La salle principale est intacte. Le cœur du centre a tenu. C'est un signe. » Madame Diabaté, arrivée en hâte, posa une main sur l'épaule d'Aminata. « Ce feu ne t'a pas détruite. Il t'a prouvé que ce que tu portes est plus fort que les cendres. » Le lendemain, malgré les dégâts, Aminata prit la parole devant les journalistes. « Quelqu'un a voulu nous éteindre. Mais nous sommes comme le feu. On souffle sur nous, et nous brillons plus fort. Demain, nous inaugurerons, même si c'est sur des cendres. Parce que notre dignité, elle, ne brûle pas. » Le jour tant attendu arriva. Le centre, reconstruit en hâte malgré l'incendie, brillait sous le soleil. Un drap blanc flottait à l'entrée, avec cette inscription cousue à la main par les femmes du village. Là où on nous a brisés, nous bâtissons. La foule était immense. Des villageoises venues à pied des régions voisines. Des journalistes de France 24, de la RTI, de la BBC. Des représentants d'ONG. Des autorités locales. Et même des jeunes hommes du village, autrefois critiques, qui avaient aidé à repeindre les murs carbonisés. La chorale entonna un chant doux. Les enfants agitaient de petits drapeaux. Aminata, vêtue d'un boubou ivoire, le visage sobre mais lumineux, monta sur la petite estrade de fortune. Derrière elle, Madame Diabaté se tenait, droite, comme un rempart silencieux. À sa gauche, Aïssata, radieuse.
Aminata prit la parole. Ce centre n'est pas pour moi. Il est pour toutes celles qu'on a fait taire. Pour celles qu'on a jugées trop bruyantes, trop libres, trop pauvres, trop jeunes, trop vieilles. Ce feu qui a tenté de nous arrêter n'a fait que révéler notre foi. Nous ne sommes pas fragiles. Nous sommes vivantes. Et cela dérange. Mais ce dérangement est nécessaire. Applaudissements. Larmes. Caméra. Un moment historique. Mais alors qu'elle s'apprêtait à couper le ruban, un murmure monta du fond de la foule. Une moto venait d'arriver. Un homme en descendit. Il était vêtu d'un uniforme clair. Un militaire. Son visage était marqué, mais digne. Il se fraya un chemin. Aminata resta figée. C'était son frère aîné, Issouf, dont elle n'avait plus de nouvelles depuis 10 ans. Il était parti pour l'armée, puis la guerre. On l'avait cru mort. Il s'approcha lentement et dit, la voix tremblante. « Je suis revenu pour te voir, et je découvre que tu es devenu ce que je n'ai jamais eu le courage d'être. » Aminata éclata en sanglots, dans ses bras. Le public, ému, applaudissait. Fatou, en larmes, filmait sans dire un mot. Ce moment, c'est là la légende d'Aminata. Non plus seulement la fille chassée, mais la femme qui avait allumé une flamme et rallumé des familles. Quelques jours après l'inauguration, le calme était revenu au village. Le centre vivait. Des ateliers tournaient, des femmes apprenaient à lire, des adolescentes fabriquaient des savons à base de feuilles de moringa, et un petit dispensaire commençait à prendre forme. Mais Aminata ne trouvait toujours pas le sommeil. Pas par inquiétude. Par émotion. Tout allait si vite. Un matin, alors qu'elle balayait la cour, Aïssata courut vers elle, une enveloppe blanche à la main. Aminata. Une lettre, avec un tampon en or. Intriguée, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une feuille épaisse, ornée d'un logo officiel. Ambassade de France en Côte d'Ivoire, section culturelle et coopération. Elle lut à voix haute. Astérisque, chère Madame Aminata Koné. Votre action sociale et éducative a attiré l'attention de notre délégation. Dans le cadre du Forum des femmes leaders d'Afrique de l'Ouest à Paris, nous vous invitons officiellement à prendre la parole au nom des femmes rurales ivoiriennes. Votre billet d'avion, visa et hébergement seront pris en charge. Avec tout notre respect. Astérisque. Aminata en resta bouche bée. Madame Diabaté, assise à l'ombre du manguier, dit calmement. Tu as porté la voix des femmes de ce village. Maintenant, on te demande de la porter pour tout un continent. Aïssata bondissait de joie. Tu vas aller en avion. Et parler dans un autre pays. Mais Aminata, émue, murmura. Moi? Une fille rejetée par sa propre belle famille? Une femme sans diplôme? Fatou, arrivé entre-temps, répondit. Oui. Justement parce que tu es tout cela. Et plus encore. Ce soir-là, assise seule avec son carnet, Aminata écrivit. On ne choisit pas toujours de devenir un symbole. Mais si la vie te donne une voix, alors parle. Même si ta voix tremble. La nouvelle fit le tour du village comme le tonnerre en saison sèche. Aminata allait parler à Paris. Des femmes dansèrent. Des enfants criaient son nom dans les ruelles. Même les anciens, autrefois silencieux, venaient lui serrer la main avec respect. Mais dans cette joie générale, Aminata était tourmentée. Ce soir-là, assise sur sa natte, elle observait Aïssata dessiner des femmes sur un cahier abîmé. Elle la regarda longtemps, puis dit « Tu sais que je pars bientôt. » Aïssata hocha la tête, le regard triste. « Tu reviendras. »« Bien sûr. Mais j'aimerais que tu viennes avec moi. » Aïssata resta figée. « Moi? En avion? En France? Tu es prête. Tu as changé. Tu n'es plus une fugitive. Tu es une flamme. Là-bas, tu pourrais parler aussi. Écrire. Apprendre plus vite. Et revenir plus forte encore. » Mais Aminata savait ce que cela impliquait. Paperasse, autorisation du conseil, documents d'identité, visa mineur, et surtout, le risque de ne pas revenir tout de suite. Fatou, alerté, dit « Je peux activer des contacts à l'ambassade. Mais c'est délicat. Il faut qu'elle ait ton autorisation légale. Et peut-être celle du chef du village. » Madame Diabaté, désormais devenue alliée, déclara fermement « Le conseil te doit cette faveur. Ce que tu as fait ici, aucun homme ne l'a fait depuis 100 ans. On va faire les papiers. » Mais le soir, seule, Aminata écrivait encore dans son carnet, inquiète. « Si je l'emmène, je l'expose. Si je la laisse, je l'éloigne de ce qu'elle pourrait devenir. Être mère, parfois, c'est choisir entre deux douleurs. » Le départ approchait. Les papiers avançaient.
Le centre tournait. Mais le cœur d'Aminata était divisé entre deux routes. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny brillait sous le soleil d'Abidjan. Aminata avançait lentement dans la salle d'embarquement. Dans son sac, son carnet, une photo de ses parents, un pagne cousu par les femmes du centre et un passeport pour deux. Aïssata marchait à ses côtés, ses yeux brillants d'angoisse et de joie mêlée. Elle n'avait jamais quitté le village. Jamais vu une télé autrement que dans la cour d'Aminata. Jamais pensé pouvoir devenir quelque chose d'autre qu'un destin imposé. Et pourtant, ce jour-là, elle portait un sac à dos et un rêve. Avant le départ, elle s'était arrêtée au village. Aminata avait réuni toutes les femmes du centre, les enfants, les anciens. Elle avait remis les clés symboliques du centre à Madame Diabaté. Vous m'avez chassé. Et aujourd'hui, je vous donne ma maison. Prenez-en soin comme si c'était la vôtre. La vieille femme, les larmes aux yeux, répondit. Tu m'as appris qu'on peut rater un rôle, et le réparer avec humilité. Je protégerai ce centre avec ce qui me reste de vie. Moussa, son ancien mari, s'était tenu à distance. Mais avant leur départ, il avait tendu à Aminata une lettre. Je t'ai perdu, mais je veux que notre histoire serve à ce que d'autres hommes se réveillent. Je veux être le premier à parler aux jeunes garçons du centre. Je veux dire, je n'ai pas su, alors maintenant j'apprends. Aminata l'avait lu sans larmes. Seulement avec gratitude. À l'aéroport, Fatou embrassa longuement Aminata. Ce que tu as fait, même un président ne le pourrait pas. Tu as changé le cœur des gens. C'est plus fort qu'une loi. Puis Aminata et Aïssata montèrent dans l'avion. Et pendant que les moteurs rugissaient, Aminata regarda la terre s'éloigner par le hublot. Elle murmura. J'ai été jetée hors d'une maison. Me voici portée par un pays. 6 mois plus tard. Sur une grande scène à Paris, Aminata et Aïssata sont debout. Devant elles, des centaines de femmes, de ministres, de journalistes. Aïssata lit un poème qu'elle a écrit. On m'a dit tais-toi. Elle m'a dit parle. On m'a dit obéis. Elle m'a dit choisis. Maintenant je dis je suis. Ovation. Caméra. Larmes. Et dans un petit village de Côte d'Ivoire, le centre Femmes debout continue de grandir. Pas construit sur des pierres, mais sur la voix d'une femme qu'on avait cru pouvoir réduire au silence.